Voilà, donc je vous invite maintenant à revenir un peu sur les dernières, toutes les interventions. Donc on peut se mettre sur pour la table ronde. Donc j'invite professeur Mansouri, professeur Sari, professeur Zehnati et professeur Luskas. C'est ça, si je bien prononcé le nom. Le prénom. Voilà, on vous invite donc à une petite table ronde en attendant d'enchaîner sur une deuxième table ronde qui sera justement, qui portera sur un débat de se connecter pour mieux soigner. On verra si on peut vraiment, on a tout ce qu'il faut chez nous pour le faire. Donc ma première question va directement au professeur Sari qui nous a présenté un tableau, qui nous a fait un tableau rétrospectif de toute de la numérisation en Algérie, notamment du système de santé en Algérie. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, nous avons toutes les conditions pour y aller? Professeur Sari. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons toutes les conditions, puisqu'il y a déjà une volonté qui est manifeste, affichée à tous les niveaux, et que la population, la société est largement connectée. Il y a quand même un taux de pénétrance de l'Internet qui est important, et maintenant, il y a une volonté quand même manifeste des autorités du plus haut niveau au plus haut niveau, comme ça a été souligné par tous les présentateurs. Quand même, c'est avec la feuille de route aussi qui a été présentée, quand même, il y a, je pense qu'à l'heure actuelle, on pourra peut-être pas démarrer, mais en fait, continuer les efforts qui ont déjà été commencés auparavant, parce que quand même, il y a eu de nombreux efforts qui ont été faits, des expériences et tout. Il faut les capitaliser, il faut les évaluer et pour encore permettre de ce déclenchement et surtout cette accélération. Et là, quand même, le fait d'avoir entendu ces présentations et la présentation du professeur Mansouri, ça ne fait que confirmer quand même qu'il y a une volonté manifeste d'aller encore plus vite et plus loin. Mais vous pensez que toutes les tentatives qui ont été mises en place pour un système de santé numérisé, pour une digitalisation, on doit les mettre de côté ou bien on va continuer? Bon, il y a quand même, quand on veut digitaliser, il y a un certain nombre d'impératifs. Il y a la volonté, certes, il y a aussi les prérequis qu'il faut évaluer, le degré d'informatisation des structures. Si nos structures ne sont pas suffisamment informatisées, il sera difficile de digitaliser. Et donc, il faudra recourir à d'autres moyens. Et bon, il y a le filaire, il y a quand même proposé, je ne dis pas proposé par l'OMS, il y a quand même deux grandes solutions qui sont présentées par l'OMS. Bien sûr, pour les institutions telles que les autorités, il y a quand même la mise en place, j'allais dire, de l'architecture lourde pour la digitalisation. Mais pour nous, j'allais dire le praticien, le patient, etc., nous avons quand même tout ce qui est mobile, tout ce qui est Internet. Et d'ailleurs, on y a largement accès et on l'utilise largement sans qu'on ait eu recours. Mais pour justement les autorités sanitaires, la maîtrise du système d'information sanitaire qui est fondamental pour celui qui doit prendre des décisions. Bon, nous, je ne dis pas qu'on les subit, mais c'est-à-dire on attend les bonnes décisions pour justement améliorer notre système et améliorer nos prises en charge. Si j'ai bien compris, donc il faut mettre un environnement pour pouvoir y aller. Donc la question va aller directement au professeur Mansouri. Est-ce que cet environnement aujourd'hui est mis en place pour justement aller vers la digitalisation et puis faire le pas vers la numérisation? Bien évidemment, et effectivement, il y a des prérequis. C'est pour ça que j'ai insisté dans ma présentation qu'il faudra aller pas à pas.
Et ce qui est encore plus compliqué dans le cadre du secteur de la santé, c'est qu'on est un secteur où le challenge, entre guillemets, est de changer la roue sans pouvoir l'arrêter. Ce qui reste un peu différent. Il est vrai qu'il faut des prérequis en matière de câblage, etc. Mais il faut dire que déjà depuis 10 à 15 ans, aujourd'hui, on va vers la virtualisation des solutions informatiques. C'est clair que nous ne pourrons pas numériser plus de 500 établissements de santé via un réseau de câblage. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone et on voudrait, si on veut, parce qu'on a vu que parmi les freins et les défis partout, c'est que les professionnels de la santé s'approprient et changent cette façon de faire. Ça, c'est très important et c'est tout à fait normal. À chaque fois qu'il y a un changement, on doit prendre en compte cela. Et la meilleure façon, c'est de mettre à disposition les outils. Nous avons tous des smartphones sur nous. Évidemment. Et de rapprocher au plus cette technologie pour pouvoir arriver un jour, bien évidemment. Nous allons commencer par cette première étape de collecter des données, constituer notre base de données et arriver vers les étapes qui ont été exposées par notre collègue polonais, médecine de précision, et intégrer cette intelligence artificielle dans notre cursus de soins. Évidemment. Et vous avez présenté un peu la stratégie du ministère de la Santé qui est inscrite sur une feuille de route. Est-ce que vous pouvez nous résumer en 2 mots, on l'a vu sur votre présentation, est-ce qu'on peut avoir un taux d'avancement dans après avoir fait l'état des lieux, après avoir pensé comment la mettre en application, où on en est aujourd'hui exactement? Merci. C'est une feuille de route, bien évidemment, qui est axée sur le patient, tels que les différents paradigmes aujourd'hui de l'Organisation mondiale de la santé. Et la numérisation n'est rien d'autre qu'un outil qui va permettre d'améliorer l'accès et d'améliorer la qualité des soins qui sont prodigués par nos établissements de santé. Donc vous avez vu qu'il y avait 7 axes, et ces 7 axes s'appuient sur 5 éléments fondamentaux pour chaque système de soins. Il y a un volet qui a trait au personnel, notamment renforcement de capacité, y compris pour l'utilisation de ces différentes technologies d'information et de communication. Mais tout le reste des volets, c'est en matière de gestion du parcours des soins lui-même. Ici, pour la numérisation, il y a une feuille de route. Le secteur a déclaré l'année 2023 comme étant l'année de numérisation du secteur de la santé, qui est aussi une volonté qui est affichée par les plus hautes autorités de ce pays. Et c'est clair nous avons pris l'échéancier le plus adéquat, c'est-à-dire nous avons travaillé sur 18 mois et nous sommes tracés un premier pas et des deadlines pour chaque palier d'intervention. Il est clair que nous n'arriverons pas au mois de décembre 2023 à inclure l'intelligence artificielle ou autre, mais nous commençons déjà, si on commence à avoir nos stocks en ligne, à voir en temps réel ce qui se passe pour les tensions, pour les ruptures en matière de dispositifs médicaux, je pense que c'est déjà quelque chose de très bien. On est en train au niveau des services des urgences, on est en train de faire le tri au niveau des urgences, afin de prioriser les différents cas, afin de mieux prendre en charge les différentes catégories de malades qui se présentent au niveau des urgences. Il y a un travail qui se fait notamment pour la prise de rendez-vous aussi, qui va se mettre en ligne. Puis on arrivera à un autre palier qui est l'ordonnance électronique. Bien évidemment, c'est un carrefour qui est inévitable, mais c'est quelque chose qui demande aussi des prérequis, une préparation aussi bien au niveau central, mais aussi au niveau local, et aussi quelque chose de la part des praticiens afin de pouvoir intégrer ce système. Et à ce moment-là, on arrivera vers des outils d'aide à la décision, d'inclure des outils, des deuxièmes lectures en matière d'imagerie, en matière d'interprétation, etc. J'espère qu'on y arrivera, parce qu'il est clair que nous avons des bases de données qui vont nous permettre, bien évidemment, d'avoir nos propres algorithmes et nos propres, nos propres solutions. Merci, professeur Mansouri. Donc, ma question s'adresse à M. Haytham. En quoi les données de santé, c'est-à-dire toutes ces données que nous devons recueillir, en quoi peuvent-elles aider à aller dans le système des jumeaux, sur les jumeaux, pour pouvoir traiter des patients tout en étant sur des personnes fabriquées virtuellement? En quoi les données de santé pourraient aider à aller vers ça? I'll answer in English? Yes. Okay. So, first of all, to have digital twins in place, there is a big need for collecting the data on different layers. First of all, we speak about the business process layer. So it's about integrating the different stakeholders in healthcare, like doctors, labs, information systems, to be able to collect the information and optimize the business process and the business process outcome.
The second layer is more or less on the patient when we are collecting the information from different IoT sensors, from different cloud databases in order to be able to make a better diagnosis to the patient, to interpret better the parameters, the vital parameters, and in order to have a better decision and alarming to increase the patient care status and to enhance it. Last but not least, digital twins are more or less a way how to monitor, to enhance the health in general, and the patterns, the algorithms, etc., cannot really provide a good outcome without data input. That's why when we look to the algorithms that have been approved by the FDA for healthcare treatment, especially in the oncology, they are all coming from Google and Amazon and Alibaba, which has really terabytes and terabytes and petabytes of data, which enable them really to have a better outcome than small research organizations, which might have a better algorithm but not enough database to have a good outcome. Merci, Monsieur Haytham. Donc, si j'ai bien compris, c'est un peu homogénéiser toutes ces données qui sont un peu récoltées un peu partout et donc leur donner quand même une intégration. En fait, c'est pour intégrer ces données. C'est ça, si j'ai bien compris. Yes, yes. So we have, when we look in the healthcare, we have the PACS, Picture Archiving Communication System. We have the RIS, they have the HIS, LIS, OCS, Electronic Patient Record, Health Record, whatever. And each one has its own standards, its own implementations. Even within one standard, let's take DICOM. We have different implementations between Siemens Healthineers, GE, Agfa, or whomever. So really you need to integrate all these different systems and to orchestrate the business processes to be able to capture the data. And this is the only way that you have enough feeding of data to enhance the patient outcome. Yes. Merci. Merci, Monsieur Haytham. Donc, ma question aussi pour Monsieur Lucas. Donc, l'introduction des hologrammes, est-ce que nécessite une formation au préalable? Et justement, est-ce que c'est pour toutes les chirurgies qu'on peut utiliser cette nouvelle technologie qui consiste bien sûr en médecine de précision? D'abord, est-ce qu'il y a d'abord une formation au préalable et quelles sont les pathologies qui sont concernées par ces hologrammes? Merci. Hello. So first of all, what we try to develop is as intuitive system as possible. So of course the respective training would be required, but based on experience, depending on the perception of the respective doctor, it might be 20 minutes, 45 minutes. The path would be to train the doctor before the surgery. What we do next, we assist them during surgery, so they're practicing it. So there is the scenario of the training per respective user. Regarding your second question, as I already mentioned, there are three main specializations when we already discovered the bigger benefits of using this technology, which is cardiology, especially very non-invasive, small invasive surgery. So we don't open the chest. We manipulate with small injections in the heart, in the body, so the doctor then see the whole body of the patient, but in the hologram they see the reconstruction of the heart, for example, or liver or whatever. Then cardiology, then we have oncology. So talking about diseases, in oncology, for example, with tumors of liver, they need to be very, very precise before they remove the tumor, which are close to the vessel tree. They would like to avoid any risk of cutting vessel, for example, which is a very unpleasant experience during the surgery. So this is another use case for them. Very important it is to use that kind of technology for children oncologists. I don't know, with all due respect, how it is now in Algeria, for example, but in European Union we have the special law which requires the respective amount of X-ray dose and contrast media amount per weight and age of the patient, small patient, child. So they have, for example, one CT and they cannot send like adult patient to another CT to have better data. They have only one data and that's all.
So with our technology, they can post-process, interact with the holographic reconstruction of this computed tomography study and be far better prepared for the surgery. And the third one would be orthopedical advanced surgeries with custom-made implants, for example, to make them be very well prepared, very well sure about the procedure. Merci pour toutes ces explications. Merci. Ma question aussi pour professeur Zehneti. Nous, on s'y attendait beaucoup plus au système d'économie sur les startups, sur le système de santé, mais nous avons vu quand même qu'il y a un travail qui est très très important que vous avez présenté par rapport à la géographie de ces startups. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces startups puissent justement faire un saut? Et quels sont les mécanismes qu'on pourrait mettre en place rapidement? Merci. Oui, merci pour votre question. D'abord, il va falloir disposer d'une base de données sur ces startups-là, d'accord? Parce qu'on ne peut pas avoir une vision un peu macroscopique, mais en même temps d'orienter les politiques publiques en la matière, soit en matière donc d'incitation financière, ou carrément donc du choix, si je puis dire, donc du domaine d'activité. Parce que s'il y a saturation, ça sert à quoi de laisser encore ou de donner des autorisations donc de création de start-up? Mais en même temps, j'ai envie de dire qu'il faut faire attention parce que la notion, est-ce que réellement nous avons des start-up constituées? Est-ce que ce ne sont pas uniquement des projets? Parce que ça aussi, c'est matière, je veux dire, à débat. Et évidemment, l'aspect financement, il est important. Donc aujourd'hui, si vous n'avez pas des mécanismes de financement qui permettraient de booster c'est-à-dire le secteur, je ne vois pas comment on va pouvoir développer donc, le secteur de la santé numérique. Et aussi, il va falloir, si je puis dire, s'ouvrir aussi, parce qu'il ne faut pas qu'on soit un pays un peu hermétique, parce qu'il faut s'ouvrir un peu à l'international justement pour attirer donc évidemment notre diaspora qui ont acquis des savoir-faire à l'étranger, qui vont pouvoir mettre au profit donc, du pays. Mais là, on a des exemples en tout cas pour cette question-là. Mais est-ce que les entraves sont seulement relèvent du problème de fond ou bien seulement aussi les conceptions? Non, c'est l'ensemble. J'avais un petit peu parlé du tripier, donc l'acteur qui est l'entrepreneur. Vous avez aussi les acteurs de soutien, mais aussi le contexte. Parce que aussi, nous sommes des Algériens, nous sommes un petit peu habitués donc, à une culture, si je puis dire, rentière. Donc nous n'avons pas une culture d'entreprise. Donc là aussi, il va falloir développer cet esprit-là. Et évidemment, il va falloir maintenant améliorer le texte, je veux dire, le dispositif juridique qui sont déjà mis en place. Et aussi créer vraiment donc, le lien aussi avec les laboratoires de recherche et les universités. Et si vous permettez, aujourd'hui, je pense, avant de parler de la stratégie de la e-santé, d'ailleurs tout à l'heure, quelqu'un m'a soufflé à l'oreille que la stratégie elle est en cours d'élaboration. Donc il va falloir évaluer ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui a vraiment réussi et qu'est-ce qui n'a pas réussi et pourquoi, donc, pour pouvoir avancer. Et moi, donc, je lance peut-être un appel. Pourquoi ne pas, c'est-à-dire essayer d'élaborer un livre blanc sur la e-santé avec une remontée terrain, donc de faire des enquêtes auprès de l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Ça merci, peut être une bonne merci professeur Zehneti, merci à vous tous donc, pour cette contribution quand même qui est très très importante et qui nous aidera peut-être aussi à nous éclairer et puis à en tirer des recommandations. Et merci encore une fois. Donc le panel, j'appelle un deuxième panel, donc pour une table ronde qui restera toujours sur... Professeur Mansouri, vous restez. Je vous demande de rester. Et donc sur la table ronde, donc connectée pour mieux soigner. Donc j'appelle Boualem Bessayeh de l'entreprise donc Sarl LFB Service. Et je ne me suis pas trompée. Non, voilà. Et voilà, c'est bon. C'était bon. Donc Farouk Belhoussine aussi, donc de l'entreprise eCompt, EdComp.
Voilà, merci pour votre venue. Donc la table ronde tournera bien sûr autour de soigner pour mieux connecter. Donc mes questions seront bien sûr directement adressées à vous qui êtes déjà dans le système du changement. Vous vous êtes déjà inscrit dans le changement vers la numérisation. Donc si c'est possible d'avoir un point sur ce que vous avez fait déjà là et le retour d'expérience. Très bien. Bonjour à tous. Donc Boualem Saher. Je suis directeur général de la société LFB Services. Donc nous, on est prestataire de services en informatique. Et parmi les services qu'on propose, donc, c'est digitaliser en fait des processus métiers. Je reviens sur ce que le professeur Mansouri a dit tout à l'heure. Donc nous, par exemple, on a accompagné le Centre national de pharmacovigilance à mettre en place une application avec une plateforme pour les professionnels de la santé et les patients pour pouvoir déclarer des effets indésirables de médicaments, de dispositifs médicaux, de plantes médicinales et autres, par exemple les vaccins aussi, et qui permet en fait d'avoir en fait des remontées en temps réel des effets indésirables déclarés. Et puis par rapport au niveau du centre CNPM, en fait, eux, ils peuvent, bien entendu, en fait, recevoir, donc ils vont recevoir ces déclarations, les traiter et contacter, en fait, le patient qui a déclaré. Donc il s'agit bien d'une plateforme, c'est ça? C'est ça, c'est ça. En fait, une plateforme qui est au niveau du Centre national de pharmacovigilance, et l'application, elle est disponible en téléchargement gratuit. C'est-à-dire sur le Play Store, en fait, tout le monde peut la télécharger. Et puis de l'autre côté, en fait, le Centre national de pharmacovigilance, il peut envoyer des notifications, en fait, des alertes sur un médicament qui a été ou un produit qui a été en fait où il y a un effet exactement, il a été déclaré. Malheureusement, en fait, ce que nous on a remarqué, donc en fait, cette application, elle a été financée bien sûr par un laboratoire. Et puis derrière, nous on l'a développée, en fait, on l'a déployée. Et on voit qu'il n'y a pas eu de suivi derrière. Il n'y a pas eu de suivi. Je pense que c'est un problème de financement, bien sûr. Et on trouve que c'est dommage. C'est dommage, on a un dispositif qui permet en fait d'avoir tout ça. Et puis derrière, en fait, il passe petit à petit aux oubliettes et on n'en parle pas trop. Voilà. Et en retour d'expérience, donc vous avez bien vu, donc j'imagine que cette application est bloquée en ce moment. Enfin, pas bloquée, mais peut-être Non, en fait, elle est toujours utilisée. Elle est toujours utilisée. C'est-à-dire tout le monde peut la télécharger et l'utiliser. Mais par contre, on ne communique pas souvent. Mais est-ce que c'est du fait qu'il y a moins de financement ou bien c'est parce qu'elle est moins, elle est moins médiatisée? Peut-être on ne le sait pas qu'elle existe. Exactement. Pour être médiatisée, en fait, il faut des financements. Il faut que tout le monde la connaisse. Donc, il faut en parler pour que les gens puissent la télécharger. Donc c'est vrai qu'on a fait des actions au départ où on a communiqué. En fait, le Centre national il a communiqué, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. En fait, voilà. Oui. Justement, le ministère de la Santé, quel est son rôle justement dans ce genre d'application pour les faire connaître et pour notamment les valider et les faire connaître auprès, parce qu'au fait, la pharmacovigilance, c'est auprès des médecins et des patients aussi. Donc, quel est le rôle du ministère de la Santé à ce niveau-là? Effectivement, là, ici, il s'agit d'un volet un peu spécifique où on est dans le cadre des vigilances sanitaires. Et ça concerne la notification, la déclaration d'effets indésirables au sens de notre système et du coup de la réglementation est ouverte aussi bien aux professionnels qu'aux particuliers. Et il est clair, quand on met en place ce genre d'outils, ce qui est important, ce n'est pas juste mettre en place l'outil, mais surtout de communiquer dessus. Et il faut avoir aussi son plan de com pour sensibiliser aussi bien le public de l'existence de cet outil, à quoi il sert. Et c'est pour ça que j'avais dit dans ma présentation, ça nous permettra de mener aussi les actions de sensibilisation qu'il faut, y compris en matière de disponibilité de ce genre de solutions. Nous sommes en train de travailler sur la prise de rendez-vous et nous avons prévu, par exemple, la mise en place d'un spot de sensibilisation qui sera diffusé via les différents canaux.
Et bien évidemment, ici, il faut prendre en compte les différentes tranches de la population cible. Vous avez vu que votre enquête, vous l'avez lancée via Internet et la tranche ou la population cible était autour des 35 ans, parce que c'est le public cible connecté. Absolument. Il faudra aussi penser à toucher éventuellement même les autres populations à travers, par exemple, leur pharmacien d'officine. Hein. C'est un espace de santé qui est ouvert. On a tous un pharmacien, on y va, c'est gratuit. Et il faudra mettre aussi à contribution ces professionnels dans ces campagnes de sensibilisation. Mais ce type d'application, parce qu'il s'agit bien d'une application, est-ce qu'elle est au préalable certifiée? Est-ce que votre entreprise demande d'abord une autorisation du ministère de la Santé? Et si c'est le cas, donc la question c'est d'abord à vous, et puis pour professeur Mansouri, si c'est le cas, si on doit certifier, qui va certifier? Alors, juste, pour nous, ça n'a pas été certifié, ou en fait la demande elle est venue directement du Centre national de pharmacovigilance. Nous, on ne l'a pas certifié enfin, pour le moment, je ne pense pas qu'il y ait un organisme qui certifie en fait ce type de solution. Après, je dis, bon, c'est pas grave, enfin, il faut un début. Donc, il y a pas mal de solutions, de plateformes qui sont en train de créer. Donc, le marché, il est là. Et je pense petit à petit, en fait, il faut un organisme qui est en charge ou qui certifie en fait ce type de plateforme et de solutions surtout. Justement, parce que le fait qu'elle soit certifiée, c'est déjà une garantie pour les professionnels de la santé ainsi que pour les données des patients. Donc, s'il y a lieu de certifier, qui va les certifier? Et concernant la certification, pour le moment, il faut savoir que dans le domaine de la santé, les outils informatiques, là où interviendrait éventuellement une décision médicale, sont considérés comme dispositifs médicaux. Là, vous avez parlé du lecteur glycémique, nos montres connectées, là, de dernière génération, il y a des ECG dessus, il y a des prises de tension. Donc vous allez trouver à chaque fois un marquage. Un dispositif médical, au sens de la réglementation algérienne, il faut qu'il soit homologué. C'est le cas aujourd'hui. Donc théoriquement, si on devait suivre la réglementation, ça devrait être l'Agence nationale des produits pharmaceutiques qui va se charger de l'homologation de ces parties de logiciels dans lesquelles interviendrait bien évidemment une décision médicale. Dans le cadre de la pharmacovigilance, on a juste une transmission de l'information. Il n'y a rien qui pourrait retentir sur le patient. Même s'il y a d'autres aspects liés à la qualité, on parle de validation des systèmes d'information, je laisserai la parole aux spécialistes, c'est pas mon domaine de compétences. Et ici aussi, nous avons des organes de certification tels qu'Algerac, etc. Nous avons très peu de compétences en matière de validation et de certification en matière de solutions numériques. Par contre, on pourrait éventuellement exiger des critères de choix, une certification ISO 13485 ou un marquage CE lorsqu'on importe, etc. C'est toujours un gage de qualité, de sécurité lorsqu'il s'agit d'un dispositif médical. Mais est-ce que le ministère de la Santé, justement, prévoit dans sa stratégie cet aspect de certification des applications et des objets connectés? Certainement, vous savez que le secteur de la santé s'est doté récemment d'une agence nationale de numérisation en matière de santé. Et de par ses missions, ça va être l'organe qui va bien évidemment consolider cette stratégie de santé numérique et bien évidemment mettre tous les process, y compris le volet réglementaire, parce qu'il faudra réglementer, comme il s'agit de données personnelles, etc., la prise en compte de toutes ces questions. Merci, professeur Mansouri. Monsieur Belhoussine, donc vous avez... Donc, vous êtes un peu dans la numérisation de la gestion hospitalière. C'est un peu les systèmes dans les hôpitaux. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu un aperçu sur votre expérience et qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que c'est des systèmes qui sont pérennes, qui sont restés ou qui sont finalement mis de côté pour aller vers d'autres logiciels? Voilà. Donc. Salam alaikum. Bismillah, salatu salam ala rasulullah. Tout d'abord, c'est Farouk Belhoussine, sous-directeur de projet de développement Microsoft au sein de ITCamp. Donc avec plus de 17 ans d'expérience dans le domaine de développement d'applications ou de solutions d'entreprise. ITCamp a été retenu en fait en 2017 pour réaliser un système d'information pour le compte du ministère de la Santé, chapeauté ou géré par la PCH. Sous un financement des TIC ou des ministères des télécoms. Donc l'objectif du système d'information était de suivre ou de faire la traçabilité du médicament de bout en bout, c'est-à-dire depuis la prescription jusqu'à l'administration au patient. Voilà.
Nous avons développé le système. Certes, au cours du développement, on a eu plusieurs défis techniques auxquels il y a eu toujours des solutions, surtout en termes standards. Donc, on a suivi des standards tels que des implémentations, ça s'écrit FHIR, mais ça sont en FIRE. C'est des techniques ou si vous voulez, c'est des modèles existants, standards, pour faire l'implémentation de vos entités dans le domaine de système d'information médicale ou healthcare. D'autres challenges, donc nous avons utilisé les bonnes pratiques de développement, des tendances modulaires et de microservices pour faciliter l'intégration, si vous voulez, partielle de chaque service. Certes, au final, donc, le système est déployé au sein de 5 sites pilotes. Les sites pilotes ont été choisis, si vous voulez, pour répondre aux différents types d'établissements de santé, donc un CHU, un EHS, un EP et un EPSP. Le système est déployé. Il peine à être utilisé, à vrai dire, pour différentes raisons. Je tiens à remercier déjà les présentateurs parce que j'ai vu aujourd'hui qu'il y a vraiment une sensibilisation dans le sens où ils ont, commençant par Madame Mansouri ou Monsieur Sari, où le problème n'était pas réellement la solution IT ou le système d'information lui-même, mais le processus métier qu'il fallait vraiment citer ses objectifs, mettre les objectifs très bien en clair, faire une planification au préalable. Quand on parle de planification, on ne parle pas de la planification pour la réalisation du système d'information, mais plutôt de la planification du passage des habitudes actuelles vers des technologies modernes ou vers un travail moderne, modern work, où les médecins doivent changer leurs habitudes, les pharmaciens le doivent aussi. Aussi, il faudrait voir que parmi les contraintes ou les défis, c'était la grandeur des systèmes, donc c'est des systèmes complexes. Il fallait intégrer au sein d'un hôpital, prenons exemple un CHU comme l'hôpital Mustapha, il comporte plus d'une quinzaine, une vingtaine de services, tous plutôt chargés, où il y a un volume important de patients, de prescriptions. Il faut signaler que la dispensation, ou si vous voulez, la prescription au niveau, au milieu hospitalier n'est pas du tout le cas du milieu privé. La dispensation se fait quotidiennement, les prescriptions se font quotidiennement. À chaque fois, il y a un passage des médecins chaque matin, donc il y a une prescription pour chaque patient. Les dispensations ne se font pas par boîte, comme on le fait au niveau des officines, mais plutôt par comprimé, par ampoule, par flacon. Et c'est très important de voir ce métier. D'ailleurs, Madame Mansouri, ou professeur Mansouri avait cité un cas vraiment concret où des fois il ne faut pas si vous voulez, se focaliser juste sur les systèmes d'information, mais des fois il faut un matériel adéquat. Dans le cas par exemple de la dispensation des pharmaciens, il faudrait réfléchir à des robots de dispensation où on pouvait mettre des codes à barre ou des QR codes sur des petits sachets qui peuvent par la suite être délivrés au service sans même faire des erreurs lors de l'administration au patient. C'est-à-dire le flacon X ou le petit sachet a été vraiment adressé au patient X. Voilà. Donc le modèle que vous avez mis en place, donc, il t'appelait aussi à changer. Si les choses ont tellement évolué, on voit bien que dans les hôpitaux ou bien le système de santé aussi, l'innovation est en marche. Donc est-ce que votre modèle serait appelé à être changé aussi? Le modèle mis en place jusque-là. Bon, par contre, notre modèle, à vrai dire, il a été basé sur des spécifications citées sur le cahier de charge. Et sur le cahier de charge, on nous a demandé de faire des prescriptions électroniques. Donc, c'était le modèle choisi par le client. On l'a implémenté, mais en fait, dans la mise en service, c'est très difficile parce qu'il faut changer les habitudes des médecins et il faut être clair et net que
en règle générale, les médecins ne sont pas de bons alliés pour le IT, il faut le dire malgré. Elle avait raison de dire que c'est une histoire de culture, en fait. Voilà. Voilà. Donc, je vous remercie au terme de cette table ronde, mais j'aimerais bien avoir l'avis des présents sur le sondage. S'il y a des questions, je suis là pour répondre, et s'il y a des avis, ce serait bien de les donner. Merci. Merci, Madame Courta. C'est que mon intervention par rapport à l'enquête, c'est vrai que toute enquête en ligne comporte des biais, hein, c'est-à-dire que les résultats, il faut les prendre avec beaucoup de prudence. Mais je pense qu'il va falloir encore aller plus loin, puisque vous n'avez fait qu'un tri à plat. Donc il va falloir sur quand même 1000 individus. Donc il y a moyen de faire des analyses plus fouillées, à travers donc, des croisements de variables, de l'analyse statistique, etc., etc. Donc ça, c'est donc mon premier commentaire. Moi, je voudrais parler, tout à l'heure, on n'a pas eu le temps de parler, de la tarification, justement, des actes en e-santé. Bon, le public, on va dire c'est gratuit, même c'est relatif. Mais je parle surtout de la médecine libérale. Comment on va pouvoir tarifer les actes en téléconsultation? Ça, c'est une vraie question. Peut-être c'est une question que nous n'avons pas effectivement posée dans le sondage, sachant qu'à la fin, nous avons posé la question « Qu'est-ce que vous préférez ?» Donc, les répondants ont préféré d'aller dans le privé, mais la réponse, peut-être, on peut la retrouver chez le professeur Mansouri, qui est quand même du ministère de la Santé, mais je sais que c'est une affaire de la Sécurité sociale, du ministère de la Santé, du projet de la contractualisation que nous attendons toujours. Effectivement, en fait, la loi est déjà sortie en 2018 et prévoit la contractualisation. Le secteur est en train de travailler en groupe de travail, en collaboration avec le secteur du travail pour mettre en place cette contractualisation. Il y a une commission qui est chargée, bien évidemment, de revoir ces histoires de tarification parce que nous en avons également besoin pour générer les données de ce que nous coûtent les prises en charge, au fait, réellement. En matière de télémédecine, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, dans notre feuille de route, je n'ai pas eu le temps, mais l'axe 7 parle éventuellement d'accompagner les pôles d'activité. Et on va retrouver ici les activités de jumelage et de télémédecine. Et à l'heure actuelle, pour la télémédecine, il n'existe pas un texte réglementaire et le groupe avait recommandé de mettre en place d'abord l'ancrage juridique pour cette télémédecine. Parce que même quand on va aux ordonnances électroniques, etc., il faut savoir qu'une ordonnance, elle est signée. On retombe dans les problématiques de signature électronique. Et là aussi, l'Algérie est sur un projet. Le secteur de la justice est avancé dans ce sens concernant les signatures électroniques. C'est pour ça que j'ai dit, on est vraiment réaliste et on voudrait aller pas à pas. Et vraiment d'essayer de voir que la numérisation des systèmes de soins, il y a eu des thèses à l'étranger. Et c'est bien d'utiliser l'expérience des gens qui nous ont devancés dans le domaine et d'essayer de ne pas faire les mêmes erreurs. Je vous donnerai juste brièvement, pour ne pas bouffer beaucoup de temps, la France était bien avancé en matière de digitalisation, par exemple, par rapport au Canada. Mais le Canada, après, avait suivi une démarche tellement efficiente. Il a pris l'expérience de la France, il a amélioré la solution et il a devancé par la suite le pays. Du coup, je pense qu'il ne faut pas essayer d'arriver de suite à la prescription électronique, de suite à une télémédecine, avant de mettre en place tous les jalons qui sont nécessaires à ça. Merci. Donc, s'il y a des questions dans la salle, je vois bien professeur Gueraba, qui a été déjà parmi ceux qui étaient dans le projet de la contractualisation. Si vous avez un mot à dire, professeur Gueraba. Je voulais poser comme question à Madame Mansouri. J'ai peut-être deux questions à vous poser. Vu que vous êtes du ministère de la Santé, la première, c'est qu'il y a une décision politique sur la numérisation. Elle est claire, nette et précise, et ça comprend donc le santé. Le problème qui se pose, c'est un problème d'accessibilité aux soins. Le gros problème qui se pose à notre population, c'est l'accessibilité économique. Il y a eu une planche qu'a projetée Jamila tout à l'heure, qui portait sur le souhait des populations. 62% vont vers le secteur privé. Je vous garantis qu'il y a pas mal d'études qui marquent encore, et je pense que Zenati ne va pas me contredire, qui marquent encore la défiance de la population vis-à-vis du secteur public. Comment essayer maintenant de reconquérir, si vous voulez, cette population et la mettre surtout en confiance?
Deuxième élément, il y a un problème fondamentalement politique, parce que nous sommes encore dans la médecine gratuite. Mais est-ce que la médecine est gratuite? Il faut que quelqu'un paye. Or, actuellement, les restes à payer, je m'excuse, ce sont les ménages qui le font. Ça n'est ni la sécurité sociale, ni l'État. L'État a fait des efforts. Quand je vois le budget du ministère de la Santé, c'est un budget qui vient quand même juste après celui de l'Éducation nationale. Il est très important, mais faudrait-il encore justifier maintenant les dépenses? Est-ce que les dépenses sont justifiées à ce moment-là? La deuxième question, vu que je l'ai, je viens sur les dispositifs médicaux, parce qu'il y a l'homologation des dispositifs médicaux qui est prévue. Où vous en êtes? Merci, professeur Grabat. Effectivement, la question est très importante, mais peut-être professeur Mansouri n'est pas là pour ces questions-là précises. Je peux donner quelques oui, éléments. S'il y a des éléments d'information, permettez. effectivement, la part des ménages, elle est bien connue aujourd'hui, Oui, c'est oui, 37%. Elle dépasse même la norme fixée par l'OMS. Donc, si vous avez des questions, Moi, je pense que c'est des réponses à ces questions. Concernant Merci. notre objectif à travers cette feuille de route, c'est justement de regagner la confiance du citoyen dans son système de soins. Et c'est pour ça qu'on a commencé par les trucs les plus basiques, parce que généralement, on appréhende tous en tant qu'Algériens d'arriver dans une unité d'urgence ou dans une consultation. On ne sait pas combien de temps on va attendre. On sait que X et Y va passer avant nous. On sait qu'on ne va pas trouver de médecin, etc. Alors du coup, premier truc, c'est d'essayer de numériser ou de prioriser l'accès au niveau des urgences. Je pense qu'avec la plateforme des rendez-vous, si on réussit à la mettre en place, là aussi, les gens auront plus confiance. Je suis sur mon téléphone, je choisis ma consultation, mon établissement, et du coup, on espère que cela va faire regagner en confiance les citoyens en ce système de soins. Concernant la gratuité des soins, c'est un paradigme auquel on ne peut pas toucher. C'est une décision de l'État et je pense que c'est le cas. Maintenant, ce qui est important, c'est que nous voudrions utiliser de façon efficiente. On voudrait arriver à évaluer si réellement on dépense dans ce qu'il faut et comme il le faut. Et là, pour le faire, premier pas, c'est avoir des données. C'est pour ça que nous voudrions que la numérisation nous aide d'abord à avoir des données, nous permettre d'évaluer et nous permettre de prendre des décisions sur des bases factuelles. Vous avez vu que les budgets vont sur des médicaments, on parle d'oncologie, il y a eu des problèmes de rupture, les molécules innovantes, etc. Mais là aussi, il y a vraiment beaucoup à dire. La numérisation nous aidera, je pense, si on commence par cette étape, à arriver vers des données de vie réelle, à arriver à vraiment prioriser et à améliorer l'accès aux patients. Pour les dispositifs médicaux? Alors pour les dispositifs médicaux, la réglementation elle est claire. Tout dispositif médical, pour qu'il soit utilisé en Algérie, au sens de l'ordonnance 2002, il doit être homologué comme pour les médicaments qui doivent être enregistrés. Malheureusement, ce n'est pas le secteur de la santé qui est en charge de cela, c'est le secteur qui est chargé de l'industrie pharmaceutique. Et je pense qu'ils ont mis en place leur commission d'homologation et le travail commence à se faire par rapport à ça. Voilà. Merci, professeur Mansouri. Merci à vous, merci pour votre présence et merci pour votre participation active. Merci à vous aussi. Et donc, on vient au terme de cette session. Merci.